Vendredi 17 juillet 1992, au cœur du chaos de la salle de marché de la Bourse internationale de Singapour, un jeune trader commet une erreur coûteuse. Au lieu d'acheter 20 contrats à terme pour un client, il les a vendus, faisant perdre près de 40 000 $ à la Barings Bank. Pour lui éviter de perdre son emploi, son patron Nick Leeson, jeune trader ambitieux, choisit de cacher la perte. Il la met dans un compte d'erreur obscur, le 88888. Il est utilisé par les banques pour résoudre de petites divergences et opérations. Cette manœuvre dangereuse aurait dû être immédiatement détectée par le bureau central. Personne chez Barings ne remarque rien, il prend alors confiance, persuadé de pouvoir récupérer la perte et sauver l'équipe. J'agis en pensant réussir à le récupérer. Cela revient peut-être à une question de confiance. Je ne sais pas, mais j'ai confiance de pouvoir le récupérer ainsi. Mais la confiance démesurée de Leeson allait créer une dette d'une ampleur gigantesque et mener à l'un des plus grands effondrements de l'histoire bancaire. Il m'est facile de dire que la confiance excessive est le biais humain le plus dangereux. La confiance excessive nous attire toutes sortes d'ennuis. Elle nous pousse à prendre des risques, à nous engager, à entrer en compétition, à essayer des choses qui échoueront finalement, parfois de manière coûteuse, embarrassante et dangereuse. La confiance excessive a été impliquée dans presque toutes les grandes catastrophes, du naufrage du Titanic à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en passant par la perte de la navette spatiale Challenger. Mais la confiance excessive n'est pas réservée à quelques individus téméraires, nous pouvons tous en être victimes. Par exemple, 93% d'entre nous se croient meilleurs conducteurs que la moyenne, ce qui est impossible. Des recherches classiques ont révélé l'ampleur du problème avec de simples questions de quiz. Vrai ou faux? L'Australie est plus large que la Lune. Oh, je parie qu'elles font à peu près la même taille. Ça a l'air petit sur une carte, mais c'est immense. Y a-t-il plus ou moins d'étoiles dans la Voie lactée que d'arbres sur Terre? Il y a plus d'étoiles. Une cuillère à café d'huile d'olive pure, soit 4,5 grammes, contient plus d'énergie potentielle chimique qu'une quantité équivalente de TNT de 4,5 grammes. Je vais dire que c'est vrai. Oh non. J'ai l'impression que c'est un peu une question piège. La densité énergétique du beurre est 10 fois supérieure à celle des batteries au lithium, n'est-ce pas? Les batteries au lithium, c'est nul, tout le monde en parle. Je dis, faites simplement rouler votre voiture au beurre. Vrai ou faux, les plantes sont plus efficaces que le panneau solaire moyen pour absorber l'énergie du soleil? Ouais, elles doivent l'être. Ce ne sont pas exactement les mêmes questions que dans la recherche originale. On en reparlera plus tard. Mais les détails n'ont pas vraiment d'importance. La partie intéressante, c'est ce qu'ils ont demandé ensuite. À quel point es-tu sûr d'avoir raison? 100%. Sûr de moi. 100% confiant? Je pense que c'est vrai. Donc je vais aussi dire 90%. 100%. 100%? Ouais, Mais je ne pense pas que nous avions vraiment des attentes. C'était vraiment au tout début, dans la recherche sur l'évaluation de la confiance, mais nous ne savions pas vraiment ce que nous allions découvrir. Les résultats ont montré un écart surprenant entre la précision perçue et la précision réelle. Lorsque les gens sont certains à 90% d'avoir raison, ils n'ont raison que 75% du temps. Nous avons mené notre propre expérience en ligne et constaté un écart encore plus grand. Nous avons posé à la communauté Veritasium une série de questions scientifiques, puis nous leur avons demandé à quel point ils étaient confiants dans leurs réponses. Nos résultats ont montré que ceux qui étaient les plus confiants, se décrivant comme étant sûrs à 91 à 100%, n'avaient raison que 51 fois sur 100. Depuis la recherche initiale, ces résultats ont été maintes fois reproduits dans tous les domaines, de la culture générale aux compétences motrices. Et cela touche tout le monde, même les experts. Nous analysons l'enquête sur les prévisionnistes professionnels dans un article. Ce sont des économistes en chef de différentes entreprises et banques qui sont invités à prévoir l'état de l'économie chaque trimestre. Nous constatons qu'en moyenne, ils sont trop sûrs de savoir ce qui va se passer. Donc, en moyenne, ils disent qu'ils sont sûrs à environ 53%, qu'ils ont correctement prédit ce qui va arriver à l'inflation, par exemple. Et ils ont raison environ 23% du temps. La façon dont ce que vous pensez savoir correspond à ce que vous savez réellement s'appelle votre calibration. Si vous êtes bien calibré et dites être confiant à 80%, vous devriez avoir raison 80% du temps. Mais la plupart d'entre nous ne sont pas bien calibrés. 100%. 100%? Oui, la Voie lactée compte 200 milliards d'étoiles, mais la Terre possède 3000 milliards d'arbres.
100% sûr. 100, oui. C'est faux. Souvent, soit être trop sûr de soi n'est pas grave. Mais pour Nick Leeson, les conséquences ont vite été majeures. Leeson prévoyait de compenser la perte de son équipe en misant sur la hausse du marché boursier japonais. Il avait pris des positions longues sur les 225 plus grandes entreprises du Japon, le Nikkei 225. Depuis que la bulle des prix des actifs japonais avait atteint son sommet 2 ans plus tôt, le Nikkei était passé de 38 000 à 16 000 points. Et il était convaincu que le marché allait bientôt toucher le fond et commencer à remonter. Mais il a continué à baisser. Au cours des semaines suivantes, il est tombé à un plus bas de 14 000. Durant tout ce temps, Nick multipliait les paris perdants, misant de plus en plus gros. Il doublait ses mises, doublait ses pertes, en espérant que le prochain gain le ramènerait à flot. Cette stratégie fonctionnera lors du prochain gain. Mais l'effondrement du marché était implacable, et ses pertes sont passées de 40 000 $ à environ 3 millions de dollars. Malgré cela, Leeson était resté confiant, et finalement sa chance a tourné. Au printemps 1993, le marché a rebondi jusqu'à 20 000. Et à l'été, ce compte était de nouveau créditeur. Leeson sort fêter ça ce week-end-là, buvant et dansant sur les tables, enfin libéré du gouffre dans lequel il s'était enfoncé. Mais lundi matin, il a commis une nouvelle erreur de trading sur le marché à terme, une perte que Leeson refusait d'admettre. Alors il a replacé la perte sur le compte 88888. Confiant que s'il s'en était sorti la fois précédente, il pourrait recommencer. Il a commencé à prendre des positions risquées pour tenter de récupérer cette perte initiale. Et à mesure que les pertes s'accumulaient sur le compte au 5-8, il devenait de plus en plus difficile de passer de nouveaux ordres pour couvrir la dernière perte. Fin 1993, ces pertes dépassaient 30 millions de dollars. Nick Leeson est un cas extrême, mais cette tendance à surestimer nous concerne tous. Alors la question est, pourquoi ? L'explication évidente à laquelle beaucoup de gens pensent, c'est que nous voulons nous sentir bien dans notre peau et faire semblant d'être bien informés. Que nous éprouvons une énorme satisfaction à pouvoir dire « je sais » ou encore mieux « je te l'avais dit ». Et donc, nous faisons semblant envers nous-mêmes et envers les autres de savoir alors que ce n'est pas le cas. C'est la version motivée et égocentrique d'une explication à la confiance excessive que nous accordons à notre propre jugement. Reichelt croyait en cette idée, sinon en rien d'autre. Mais si c'était quelque chose de plus gênant, la stupidité ? Franz Reichelt, tailleur sans formation scientifique ou technique, était obsédé par la sécurité aérienne. Il a passé des mois à concevoir une combinaison parachute qui a échoué à plusieurs essais. Mais il s'est convaincu que le problème venait du fait qu'il n'avait pas assez de hauteur pour que cela fonctionne. En février 1912, il l'a emmené à la Tour Eiffel et a sauté lui-même au lieu d'utiliser un mannequin. Tragique, mais aussi vraiment stupide. Reconnaissez-vous ce graphique ? Le graphique, genre, de Dunning-Kruger? Êtes-vous sûr que c'est le véritable graphique de Dunning-Kruger ? Pas du tout. En fait, je pense que ce n'est pas le graphique de Dunning-Kruger. Je pense que c'est un peu une astuce de communication. C'est ce que les gens appellent la courbe du mont stupide, qui apparaîtra si vous cherchez l'effet Dunning-Kruger dans Google Images. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un effet qui dit que lorsque vous en savez très peu sur un sujet, votre confiance est élevée. En apprenant plus, votre confiance baisse jusqu'à devenir expert dans ce domaine. Mais je pense que le résultat réel était en fait un peu plus flou que ça. C'est vrai. Ce graphique ne montre en réalité pas l'effet Dunning-Kruger. C'est juste un mème qui parle à beaucoup de gens et il a fini par être confondu avec l'effet. Dans leurs recherches originales, Dunning et Kruger ont testé des personnes sur des tâches comme la grammaire, la logique et l'humour, puis ils ont demandé aux participants d'estimer la qualité de leur propre performance. Cela a produit cette courbe. Vous pouvez voir que ceux qui ont eu les moins bons résultats avaient le plus grand décalage entre leur confiance et leur performance. Ils étaient les plus sûrs d'eux. Ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats étaient en fait légèrement en manque de confiance. Cela suggère que l'excès de confiance peut être lié à la quantité de connaissances baisées que nous avons. Ceux qui en savent moins pensent pas qu'ils en savent plus qu'ils ne le font réellement. Mais pour moi, cet effet ressemble un peu à un artefact statistique. Parce que pendant que je faisais mon doctorat, j'ai posé des questions de physique à des étudiants. Et je leur ai aussi demandé leur niveau de confiance dans leurs réponses. Et quand j'ai regardé les résultats, la précision couvrait toute la gamme, de presque 0% à 100%, mais la confiance variait sur une plage beaucoup plus étroite. Tous les scores étaient à peu près au milieu. Cela signifiait que les moins bons étaient les plus sûrs d'eux, et que les meilleurs étaient en fait légèrement sous-confiants.
C'est ce qu'ont montré Dunning et Kruger. Donc peut-être que l'excès de confiance n'est pas entièrement dû à ce que nous savons, mais aussi parce que la plupart d'entre nous affichent au moins un niveau de confiance plutôt moyen. Mais il y a un autre facteur en jeu ici, c'est la quantité d'informations que notre cerveau est capable de traiter. Lundi 27 janvier 1986, il est 17h45 au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral. Les ingénieurs de Morton Thiokol, fabricant des propulseurs de la navette Challenger, organisent une téléconférence d'urgence. Ils ont vu les prévisions météo annonçant des températures nocturnes jusqu'à moins 4 degrés Celsius, bien plus froid qu'à tout lancement précédent de la navette. Ils savent que par temps froid, les joints toriques en caoutchouc des propulseurs deviennent moins flexibles. Mais ils n'ont que quelques heures pour rassembler des données, créer des graphiques et présenter leur dossier. Pendant 6 heures, les ingénieurs montrent 13 graphiques sur la température des joints toriques, les gaz chauds, l'érosion, la rotation des jonctions, etc. Les données sont dispersées, incomplètes et non synthétisées en un récit clair. Ils n'avaient jamais testé sous 53 degrés Fahrenheit. Les responsables de la NASA devaient suivre à la fois l'érosion des joints toriques, la dynamique des jonctions, leur résilience, les différences de pression, etc. Aucun graphique ne montrait toute l'histoire. Ainsi, submergés par des données apparemment contradictoires et convaincus que leur propulseur était sûr, la direction de Thiokol a ignoré l'avis de ses propres ingénieurs et a approuvé le lancement. À 11h38 le lendemain, 73 secondes après le lancement, tous les 7 membres d'équipage ont été tués. Calibrer votre certitude nécessite de penser à toutes les façons dont vous pourriez vous tromper. Et c'est difficile pour des agents finis et faillibles comme nous, si cela signifie considérer tout ce que nous ne savons pas. Le nombre de blocs d'informations nouvelles que vous pouvez retenir en même temps dans votre tête correspond à votre capacité de mémoire à court terme. En 2008, Hansen, Jusselin et Winman ont étudié le lien entre mémoire à court terme, précision et excès de confiance. Les participants devaient estimer des valeurs comme la longueur d'un fleuve ou la population d'une ville. Les fourchettes données étaient trop étroites, montrant une trop grande confiance des gens. Ceux avec une moins bonne mémoire à court terme faisaient plus d'erreurs et étaient souvent trop confiants. Conti, en 2023, a demandé aux participants de mémoriser des suites de lettres tout en évaluant leur performance. Avec l'augmentation de la charge de mémoire, les estimations de confiance perdaient en précision, même chez les participants à forte capacité de mémoire de travail. Ces études montrent que juger votre exactitude demande beaucoup d'efforts mentaux. L'excès de confiance n'est pas toujours de l'arrogance, c'est juste votre cerveau atteignant ses limites. Et à cause de cela, votre cerveau peut commencer à utiliser des raccourcis. Le psychologue Daniel Kahneman appelle ces raccourcis mentaux des heuristiques, qui engendrent des biais cognitifs. Nous simplifions souvent les questions difficiles en les remplaçant par des plus faciles et proches. Des chercheurs ont testé cela en demandant à des étudiants à quel point ils étaient heureux dans leur vie et combien de rendez-vous ils avaient eu le mois dernier. Sans surprise, ces deux questions n'étaient pas liées. Le bonheur va bien au-delà des matchs sur Tinder pour la plupart. Cependant, si vous inversez l'ordre et demandez d'abord combien de rendez-vous ils ont eu, soudainement la corrélation grimpe à 0,66. Déterminer à quel point vous êtes heureux dans votre vie est une question difficile. Vous devez prendre en compte de nombreux éléments et les équilibrer tous. Ainsi, quand des informations influencent votre vie amoureuse, vous remplacez souvent cette question difficile par la question « À quel point suis-je heureux dans ma vie ?» par « Combien de rendez-vous ai-je eu récemment ?» Une mauvaise interprétation de ces informations peut entraîner une confiance excessive et des conséquences désastreuses. Pourquoi notre cerveau agit-il ainsi? Je veux dire, on pourrait s'attendre à ce que la sélection naturelle ait éliminé ceux qui étaient sûrs d'eux, mais dans l'erreur. Cependant, il existe des preuves que l'excès de confiance peut être bénéfique. Une trop grande confiance peut améliorer votre statut. Dans une version scientifique de The Apprentice, des scientifiques en 2012 ont comparé l'auto-évaluation des compétences des participants avec des mesures objectives. Ils les ont mis en groupe pour observer qui devenait leader et influencer les idées du groupe. Ils ont suivi le statut sur plusieurs sessions et évalué si le désir de statut poussait à exagérer ses compétences. Les résultats étaient clairs. Les personnes trop confiantes étaient plus susceptibles de diriger, de s'imposer et de conserver leur influence même lorsque leurs compétences réelles étaient moyennes. Et les preuves montrent clairement que les gens réagissent mieux aux personnes confiantes. À l'aide d'une IRM fonctionnelle, des chercheurs de l'université du Sussex ont mesuré l'activité cérébrale de personnes après qu'elles ont entendu des conseils exprimés avec peu de confiance, puis avec assurance. Ceux ayant suivi les conseils confiants présentaient une activité accrue dans le cortex préfrontal ventromédian, région cérébrale liée au traitement des récompenses et à la satisfaction anticipée.
Cela signifie que les cerveaux humains sont biologiquement programmés pour être influencés par des personnes confiantes. Nous nous sentons littéralement mieux lorsque nous entendons des personnes confiantes. Mais reconnaître cette dynamique met en lumière une incitation potentiellement problématique pour toute personne qui cherche à obtenir les postes qu'elle souhaite. Les personnes qui expriment plus de confiance lors d'entretiens d'embauche ou de campagnes politiques, par exemple, gagnent la confiance des recruteurs et des électeurs potentiels, même si elles sont trop sûres d'elles. Ils ne peuvent pas vraiment tenir leurs promesses, ils ne connaissent pas réellement la réponse, mais ils savent parler. Une bonne phrase pour impressionner les autres, même s'ils ne peuvent finalement pas tenir ces grandes promesses. Ils savent que le public leur fera plus confiance s'ils paraissent assurés, donc ils doivent montrer une confiance totale. Leeson le savait et en a profité. Alors qu'il cachait de lourdes pertes sur le fameux compte au 5-8, il montrait publiquement d'importants profits, trompant tout le monde. Ils sont venus et ils n'ont vérifié aucun dossier, donc je ne pourrais pas être plus heureux. Ils n'ont vérifié aucun dossier. Au fur et à mesure que les pertes de Leeson s'accumulaient, il réclamait d'importantes sommes au siège pour doubler la mise, jusqu'à 5 millions de dollars. La direction de Baring, comprenant mal les contrats à terme et faisant confiance à leurs traders vedettes, a accepté ces demandes successives. Je ne m'attendais jamais à ce que mes demandes d'argent supplémentaires soient acceptées. Je m'attendais à ce que quelqu'un dise « Écoutez, qu'est-ce qui se passe ici ?» À l'automne 1994, le découvert atteignait près de 260 millions de dollars. Pour masquer cela, Leeson a commencé à s'acheter des contrats à terme à lui-même, gonflant ainsi davantage ses profits apparents. Pour le 10e anniversaire de CIMAX en septembre, Barings a obtenu 2 prix, principalement grâce à Leeson. En décembre, il a été envoyé à New York, responsable de 44 millions de dollars du chiffre d'affaires de Barings cette année-là. Certains traders ont émis des doutes sur le fait que ce type de profit pouvait être réalisé avec les opérations à faible risque qu'il était censé effectuer. La direction sûre du talent de Leeson a ignoré ses préoccupations. L'excès de confiance de Baring envers Leeson et de Leeson en lui-même provoqua la chute de la banque. Les montants sont si grands qu'on dirait une arnaque fondée sur la confiance. Mais il existe une explication partielle à l'illusion des deux côtés. La confiance excessive de Leeson et Baring a été renforcée par la complexité et l'imprévisibilité du marché. C'est une question de retour d'information. Dans un cadre contrôlé aux règles claires et résultats garantis, comme aux échecs, il existe un retour clair sur la qualité des décisions. Avec un retour d'information fiable, les joueurs d'échecs professionnels sont capables d'apprendre à prendre de meilleures décisions avec une confiance plus précise. Mais dans un environnement bruyant, où il y a rarement des conséquences cohérentes ou rapides pour les prédictions, ce retour d'information est peu fiable. Qu'il s'agisse d'une confiance justifiée ou mal placée, il devient de plus en plus difficile d'en juger, même parmi les experts. C'est particulièrement problématique pour les commentateurs politiques. Ce sera une victoire écrasante. Romney va gagner largement. Donc en ce moment, nous avons Hillary environ 75 ou 80% de chances de gagner. Avant 2024, l'analyste Alan Lichtman avait correctement prédit 9 des 10 dernières présidentielles américaines grâce à sa méthode des 13 clés de la Maison-Blanche. En utilisant la même stratégie en 2024, il a prédit que Kamala Harris sera une présidente qui brisera les précédents. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que c'est fou ? Il a imputé son erreur de calcul à la désinformation ayant trompé l'électorat. Le bruit ambiant a compliqué la distinction des questions clés, notamment sur l'économie. De même, les retours que Leeson avait reçus étaient incohérents. Il avait perdu sur quelques transactions, mais avait tout regagné, ce qui a biaisé son jugement et renforcé sa confiance excessive. En 1995, les pertes de Leeson s'élevaient à des centaines de millions, et Barings lui avait, sans le savoir, envoyé 1 milliard de dollars. Une banque avec environ 700 millions de dollars de fonds propres ne pouvait légalement prêter qu'un quart de ce montant. Personne ne s'est interrogé, tous aveuglés par son succès. À ce stade, ses positions étaient tellement importantes qu'il estime représenter probablement la moitié de l'ensemble du marché à terme du Nikkei. Il ne pouvait qu'attendre et espérer que le marché tourne en sa faveur. Pendant un temps, cela a fonctionné. L'économie était stable et il ne voyait rien à l'horizon qui puisse changer cela. Mais ensuite, la catastrophe est arrivée. Le Japon est ce soir dans un état de deuil et de choc. Le 17 janvier 1995, le grand tremblement de terre de Hanshin a frappé le Japon à 20 km de Kobe. D'une magnitude de 6,9, il a dévasté la ville qui était l'un des ports clés du Japon. Cette dévastation s'est étendue à la bourse. L'indice Nikkei a plongé de 1055 points.
Leeson, voulant doubler la mise, a risqué encore plus d'argent. Il a parié lourdement sur une reprise rapide du Nikkei, mais cela ne s'est pas produit. Et au final, en valeur actuelle, Leeson avait perdu 2,8 milliards de dollars. Le 23 février, Leeson s'est enfui. 3 jours plus tard, Barings, l'une des plus anciennes banques mondiales, s'est effondrée. Son excès de confiance a contribué à sa chute. Voyant les murs se refermer sur lui, Leeson s'est enfui en Malaisie puis en Thaïlande, mais sa fuite a été brève. Il a finalement été arrêté en Allemagne et extradé pour être jugé, marquant la fin d'un pari spectaculairement destructeur. Il n'avait que 28 ans. Nous ne faisons pas tous tomber des banques, mais nous sommes tous vulnérables à l'excès de confiance. Dans un monde complexe avec des retours flous et bruyants, où nos cerveaux sont submergés, un ensemble de biais simplistes peut prendre le dessus. Et trop souvent, nous finissons par croire que nous en savons plus que ce n'est réellement le cas. Alors, que pouvons-nous vraiment faire à ce sujet ? J'essaie d'améliorer l'étalonnage de mes jugements de confiance en tenant un suivi et en faisant le bilan. Quand un collègue me demande « Combien de temps cela va-t-il te prendre pour me donner des retours sur ce brouillon d'articles sur lequel nous travaillons ?» je ne promets pas de finir d'ici vendredi. Je suis beaucoup plus susceptible de dire quelque chose comme « Je pense qu'il y a 60% de chances que je puisse te donner des commentaires d'ici vendredi. » Ils réagiront souvent avec un air perplexe ou un rire. S'entraîner et être conscient de sa calibration aide à progresser, tout comme l'humilité intellectuelle. Je pense que le meilleur remède contre l'excès de confiance n'est pas tant l'information que le retour d'expérience. Et j'en reçois beaucoup. Je reconnais que les gens ont raison de dire que j'ai parfois trop confiance en moi. Si nous voulons devenir plus précis, nous devrions tirer parti de la sagesse collective en écoutant davantage les autres. Nous devrions surtout écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Comprendre les meilleurs arguments de vos détracteurs, comprendre quelles informations possèdent ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et qui vous manquent, est très utile pour prendre de meilleures décisions. Les individus les mieux calibrés ne sont pas ceux qui possèdent le plus de connaissances, mais ceux qui sont conscients de leurs limites. Ainsi, la véritable sagesse ne réside pas dans la certitude, mais dans la connaissance des limites de sa propre certitude.